Voilà, vous voyez ça, cet impact que j'ai fait avec Mobutu. Boire du sang, vous savez, c'est quand même une situation particulière. Si vous voyez quelqu'un boire du sang, c'est que vous avez bu aussi, en général. Ou alors on vous élimine. Donc moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Bon, certainement, parce que moi, ce genre de fait, je l'ai appris par le général Maïl. Quand on discutait et qu'on le soupçonnait de vouloir faire coup d'État au maréchal, etc. Et un jour, on discutait de non. Voilà, vous voyez ça, cet impact que j'ai fait avec Mobutu, donc je ne peux pas le trahir. Bon, ça, je le crois puisqu'il a dit. Mais sinon, moi, je n'ai pas de pacte avec Mobutu. Non. J'étais le plus proche du maréchal que j'étais, c'était à l'époque où il m'avait désigné comme conseiller technique. Il faut toujours dire la vérité au chef, la réalité des choses, mais il faut savoir que le chef est un être humain qui peut être touché d'une façon ou d'une autre par ce que vous dites. Donc, il faut édulcorer ce que vous dites en tenant compte de cet élément-là. Et je crois que c'est ça qui nous a marqué. Parce que dans chaque meeting du président Mobutu, par exemple, on commençait toujours par le côté positif. Voilà, il y avait ça, et puis ça. Parce que si vous commencez par le négatif, vous allez braquer le président et ce n'est pas bon. Donc, ce sont là des petites recettes du métier qui expliquent peut-être ma longévité aux côtés des responsables au sommet des présidents de la République. Vous savez, la vie politique, c'est comme un journal. Il y a l'information, il y a la caricature. Dialelo, 100 ans et tout ça, ça c'est la caricature. Mais je vous dis, au service, nous n'étions pas formés pour louer ou bien amadouer le président. Nous étions formés pour garder le service du président, le pouvoir du président, qui passe par lui faire, lui dire la vérité. Hein, il peut se fâcher. C'est pourquoi je dis il faut voir comment le dire. Hein, mais il faut toujours lui dire la vérité. Parce que quand il se fâche, après il réfléchit. Il vous revient sous des dehors beaucoup plus agréables. Bon, ce sont des choses qui arrivent, hein. Mais là je n'étais plus vraiment directement dans les services, mais comme on dit, on ne quitte jamais le service. J'étais à Lubumbashi et nous étions en réunion de comité de gestion de notre petite compagnie, Chabert, qu'on venait de créer avec M. Stavros, avec Negleman, avec Joe Demag et moi. Et donc, nous étions en train d'examiner la situation lorsque le président m'appelle, je crois, de Kinshasa ou de Gbado. Je dis, bah, taisez-vous, c'est le président, le maréchal. Quelles sont les nouvelles? Je dis, bon, tout va bien, sauf que dans votre dernière interview, vous aviez l'air énervé, vous n'étiez pas à l'aise comme d'habitude. Le président a dit, non, moi j'étais à l'aise, qui vous a dit ça? Je dis, non, ça s'est dit dans le milieu diplomatique, parce qu'il y a un milieu consulaire, etc. Je dis, ce n'est pas mon avis, mais c'est comme ça que les gens disent. Alors, il a coupé le téléphone. Alors, mes partenaires, Stavros, mais c'est qui ça? Je dis non, c'est le président. Il dit, ah, et vous lui dites ça? Je dis oui, je suis malheureusement obligé de lui dire la vérité, même si ça fait mal, et même si c'est difficile pour moi de le dire. Je dois le dire parce que, comme ça, il va mieux gérer le pays, et bon, on peut être victime de cette vérité aussi. Il y a eu beaucoup de gens victimes de cette vérité. Bon. C'était quoi la suite? Pardon? Victime, vous avez dit victime de la vérité. Non, on peut. Quand vous dites, il y a des gens qui ont perdu leur
leur travail pour avoir dit la vérité au président. Et le président s'est rendu compte après. Bon, c'est à lui de chercher comment. Le maréchal Mobutu a eu des traits dominants. Au début, il était africaniste, nationaliste, absolument. Et puis, il est devenu congolais, zaïrois et africaniste. Et mondialiste avec ce mouvement de la LINA. Après les dernières élections, je crois que c'était en 1887, eh bien, le maréchal ne s'est plus exprimé dans la gestion de pays comme il le faisait. Donc il y a eu beaucoup d'éléments qui ont abouti à cette fronde contre le pouvoir et qui s'est exprimée à travers la conférence nationale souveraine. Donc c'est un long processus de pourrissement. Ils se sont sentis trahis par la décision du maréchal qui enlevait le rôle dirigeant au impair et donc aux organes dans lesquels il siégeait. Et donc certains ont dit, bon, vu dans ces conditions, ben, chacun fait ce qu'il veut. Il est rentré, en fait c'était un repli stratégique pour conquérir le pouvoir à l'issue des élections présidentielles qui devaient venir et qui n'ont pas été organisées. C'était un repli stratégique pour que les gens sentent le vide de l'autorité et qu'ils fassent appel à lui lors des élections comme d'un certain Cincinnatus. J'étais conseiller technique du chef de l'État et j'avais pour rôle essentiel de préparer cette campagne en essayant de tâter le pouls sociologique et psychologique de la classe dirigeante et de l'opinion. S'il y avait élection, le maréchal allait remporter. Mais il surviendrait alors un problème de génération entre ce qu'on peut appeler les caciques du impair et la jeune génération qui ne s'y retrouvait pas. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles moi-même, avec un groupe de jeunes, notamment François Mamba, Alexis Kadima, Émile Ngoï, je leur ai expliqué mes perspectives. Je lui ai dit, si nous ne nous organisons pas, eh bien, nous serons avalés ou phagocytés par les caciques, qui ne manqueront pas de nous punir. D'autant plus que c'est nous qui organisons, qui avons la mission d'organiser l'élection présidentielle. C'est évident. C'est le relâchement de l'autorité. Le relâchement de l'autorité qui aboutit au pourrissement de la situation sociale et politique et qui a en quelque sorte facilité son départ et je dirais même facilité l'arrivée du FDL. Parce que dès lors que politiquement le président était contesté, eh bien cette fronde s'était répandue dans les organes de gestion du pays. L'armée, la police, la classe politique, les gouvernements. Pourquoi nous avions pris cette thématique générale? Parce qu'à l'époque, tout le monde reconnaissait Mobutu comme responsable de la destruction du pays. On va résumer. Mais aussi, tout le monde disait qu'à vue d'œil, il ne voit pas qui pourrait redresser la situation, sinon Mobutu lui-même. Et donc, pour ne pas perdre du temps, il faudrait que ce soit lui-même qui ait ce devoir à domicile de remettre la nation sur les rails. Maintenant, il doit reconstruire le pays. Parce qu'il y a certainement des pans de notre société qui ont reculé par rapport à la situation. Je peux par exemple parler de pillage. Le pillage, c'est un recul
certain, qui a eu des conséquences sur le plan international, notamment avec les États-Unis. Nous avions détruit les usines GMC, etc., et même de Peugeot. Eh bien, les Américains n'avaient plus confiance en nous comme lieu d'investissement. Du livre de Alexis Carrel, qui date déjà des années 65, l'homme c'est inconnu. Eh bien, le maréchal, en tant qu'homme, c'est un inconnu. Sa femme connaît un aspect de sa vie, chaque collaborateur connaît un aspect de sa vie, qui peut connaître la nature des rapports que le maréchal avait avec chacun de ses collaborateurs et avait avec des anonymes. Personne. Le processus de la normalisation des rapports entre la République démocratique du Congo et le Rwanda après le départ de Kayibanda et avec l'avènement d'Abiyarimana. C'est dans ces circonstances-là qu'il a, pour tirer une épine de l'orteil ou du pied du président Abiyarimana, il a évacué tous les réfugiés rwandais, majoritairement Tutsis, du Kivu. Il leur a donné le pouvoir, il leur a donné la nationalité. C'était pour avoir la paix. Et effectivement, jusqu'à la mort du président Abiyarimana, nous avions la paix. Il faut toujours payer en politique. Si, supposons qu'ils étaient là pour travailler pour le Rwanda, s'ils ne l'ont pas fait, c'est que la sécurité était efficace. Mais quel est le pays plus infiltré que les États-Unis? Et pourtant, les États-Unis, le président des États-Unis exerce un leadership interne et les États-Unis exercent le leadership du monde libre, enfin du monde occidental. Il y a, disons, le deal avec Abiyarimana, il y a la CPGL, qui a détourné les préoccupations politiciennes en faveur des préoccupations économiques et d'intérêts réels de tous les États membres. La vie politique, dans tous ces aspects, c'est du donnant-donnant. Bon, je prends seulement un exemple. Tous les barrages de Ruzizi, des trucs comme ça, et que Mobutu a dû céder pour avoir la paix. À l'est de Ruzizi. Je prends seulement un exemple. Ne pensez pas qu'il existe un seul pays au monde qui peut vivre en autarcie. Les États-Unis ont essayé l'isolationnisme, ils se sont rendus compte que l'isolationnisme les rabougrissait. Ils se sont rendus compte que leurs frontières stratégiques étaient de loin des frontières géographiques. Donc c'est ça, le leadership d'un pays, c'est la capacité à protéger ses frontières stratégiques. Lorsque nous étions dans le service, nous avions fait une étude géostratégique des pays qui nous entourent. Et nous en avons conclu